Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Afrique. À la une de l'actualité aujourd'hui, les compensations de Londres après la répression des Mau Mau dans les années 50 au Kenya. Plus de 23 millions d'euros seront versés aux victimes. Des dizaines de kilos sur le dos pour gagner leur vie, le quotidien des femmes transporteuses à Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Rwanda, de l'eau potable en zone rurale, un nouveau programme et de nouvelles installations changent la vie des habitants. Les larmes et la fierté pour des milliers de Kenyans. Ils ont obtenu gain de cause après une bataille judiciaire engagée contre l'ancien régime colonial. Londres va indemniser les victimes de la répression de l'insurrection des Mau Mau. C'est une première dans l'histoire coloniale britannique. Valérie Heurtel. C'était il y a 4 ans. Ces Mau Mau, des vétérans de la lutte pour l'indépendance du Kenya, demandaient réparation à Londres pour les mauvais traitements infligés par l'Empire britannique. Bataille gagnée. 60 ans après les faits, non seulement la Grande-Bretagne a présenté des excuses, mais elle va indemniser les victimes. Coût de la facture, 23 millions d'euros répartis entre les 5000 plaignants. Le gouvernement britannique reconnaît que des Kenyans ont été soumis à des tortures et à d'autres formes de mauvais traitements entre les mains de l'administration coloniale. Nous regrettons sincèrement ces abus qui resteront comme une tache dans l'histoire de l'indépendance du Kenya. Les faits remontent aux années 50. Le mouvement Mau Mau se révolte contre l'Empire britannique. L'insurrection coûte la vie à 32 colons blancs. La répression sera sanglante. 10 000 insurgés sont abattus. Des milliers de Kenyans qui n'avaient jamais touché à une arme seront enfermés dans des camps pour leur soutien aux rebelles. Parmi eux, le grand-père de Barack Obama. Les prisonniers vivront l'horreur. Castration, aiguilles sous les ongles, certains seront brûlés vifs. Pour les survivants, c'est une page qui se tourne. Assez, ce n'est jamais assez. On a été détenu pendant 10 ans. Moi-même, j'ai été enfermé pendant 7 ans avec les miens. Mais cette déclaration de la Grande-Bretagne, même sans parler d'argent pour nous, c'est déjà assez. Il aura fallu plusieurs années de bataille juridique pour en arriver là. C'est la découverte d'archives longtemps restées secrètes qui a permis aux victimes d'attaquer en justice. Cette décision historique pourrait ouvrir la voie à des victimes d'autres colonies. En Tunisie, 2 militaires ont été tués et 2 autres blessés dans l'explosion d'une mine au mont Chambi, à la frontière avec l'Algérie. L'armée tunisienne traque dans cette région depuis des mois un groupe armé lié à Al-Qaïda. Une opération pour l'instant sans succès. L'armée malienne renforce ses positions dans le nord où elle s'est emparée de la ville d'Anéfis. Les violents combats avec les rebelles Touaregs ne remettent pas pour l'instant en cause les négociations visant à trouver une solution au problème de Kidal. Anne-Christine Roth avec à Bamako, Yaya Konaté. Ce jeudi, la presse malienne fait ses gros titres sur les combats dans le nord. Hier, l'armée malienne a repris la ville d'Anéfis aux rebelles Touaregs du MNLA. À Bamako, l'opération est d'autant mieux accueillie qu'il y a quelques jours, ces mêmes rebelles avaient expulsé les populations noires de Kidal, leur fief. Je suis très content, mais jusqu'à présent, ce n'est pas au bout. Je veux que l'armée soit jusqu'à Kidal, avant les élections. Mais c'est très important, parce que si l'armée n'est pas à Kidal, je me demande comment des élections auront lieu sur tout le territoire malien. Être à Kidal avant l'élection présidentielle prévue le 28 juillet prochain, c'est l'objectif affiché par l'armée. L'armée qui, pour l'heure, affirme renforcer ses positions à Anéfis en attendant de poursuivre plus au nord. Pour nous, aller à Kidal, pratiquement n'est qu'une question vraiment d'heure. Notre objectif, en fait, ce n'est pas seulement Kidal. Notre objectif, c'est aussi Tessalit. C'est investir toutes les zones encore sous occupation de ces groupes armés. Un regain de tension dont on a beaucoup parlé hier à Paris. François Hollande recevait le prix de l'UNESCO pour la paix en hommage à son action militaire au Mali. Pour l'occasion, 9 chefs d'État et de gouvernement ouest-africains avaient fait le déplacement.
Entre les remerciements d'usage, c'est surtout de l'avenir du Mali dont il a été question et de l'élection présidentielle. Le président Doukounda Traoré a eu une nouvelle fois le courage de confirmer que les élections se tiendront donc à la date prévue. Quand je dis à la date prévue, ça veut dire dans tout le Mali, dans toutes les villes du Mali, et donc à Kidal. Et aucun groupe armé ne peut rester armé au Mali. Groupes armés Touareg, autorités maliennes, tous se retrouveront demain vendredi à Ouagadougou pour des négociations sous l'égide du Burkina Faso. Un calendrier resté inchangé malgré les derniers combats. À Madagascar, l'élection présidentielle est reportée d'1 mois. Le scrutin aura lieu le 23 août prochain. La date fixée par le gouvernement doit encore être validée par la commission électorale et par les Nations Unies. Pas de titre de séjour en France pour Agathe Habyarimana. Le Conseil d'État refuse de légaliser le statut de la veuve de l'ex-président rwandais, accusée d'être impliquée dans le génocide de 1994. Agathe Habyarimana reste donc sans papier, mais n'est pas obligée de quitter le territoire français. Des dizaines de kilos sur le dos à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est le quotidien pour de nombreuses femmes. Elles sont obligées de gagner leur vie et ne rechignent devant aucune besogne. Leur métier, transporteuse. Sophie Piard avec notre envoyé spécial au Sud Kivu, Blaise Bassomboli. De petites fourmis lourdement chargées. On les voit tous les lundis et vendredis dans les rues de Bukavu. Simiré est l'une de ces fourmis, une transporteuse comme on dit ici. Le sac sur son dos pèse à peu près 70 kilos. Elle en porte une dizaine par jour pour gagner de quoi nourrir ses 8 enfants. Je quitte la maison à 6 h du matin et j'arrive au marché à 8 h. Dès que j'arrive, je me mets au travail, parfois même jusqu'à 19 h. C'est sur ce marché que Simiré et les autres transporteuses trouvent leurs clients. Tous ces sacs contiennent des morceaux de manioc qu'il faut acheminer jusqu'aux maisons. Des trajets qui font en moyenne 1 kilomètre. Il y a 13 ans, les transporteuses se sont regroupées dans une association. Elles ont aujourd'hui des clients fidèles. Les taxis n'arrivent pas jusqu'ici. Et même si c'est parfois le cas, les taxis nous coûtent plus cher que ces femmes. Pour chaque sac transporté, ces femmes gagnent 1000 francs CFA. Les taxis en demandent autant pour un sac de 50 kilos de moins. Mais combien de temps porteront-elles tout ce manioc? Ces femmes ont bien conscience qu'avec l'âge, les trajets deviennent de plus en plus durs. Nous demandons que les autorités nous aident à trouver un travail décent. Parce que ces colis si lourds ne peuvent pas laisser intact le corps des femmes qui les transportent. En attendant, ce soir encore, elles se partagent la recette. 5000 francs CFA chacune, 8 €, avec lesquels elles devront nourrir leur famille durant 3 jours, jusqu'au prochain marché, jusqu'au prochain sac de manioc. Une eau potable facilement accessible au Rwanda, comme dans plusieurs pays du continent, en zone rurale, ce n'est pas une évidence. Et pourtant, parfois, il suffit de peu de choses pour que ça coule de source. Armel Loiseau avec notre correspondant Maurice Magorané. Pour arriver jusqu'à ce point d'eau, les villageois doivent parcourir plusieurs kilomètres. Ici, dans la province du sud du Rwanda, la corvée incombe souvent aux enfants et aux femmes. Mais l'installation récente de plus de 600 points d'eau dans les villages et les écoles de la province est en train de changer la donne. Avant, aucun homme de notre quartier n'allait chercher de l'eau dans la vallée.